Avec la fin du chapitre 1148, je pense qu'on peut clairement le dire. L'arc Erbaf entre dans sa phase cruciale. Et quand je dis phase cruciale, je ne fais pas forcément référence aux combats finaux qu'il peut y avoir sur cet arc de Erbaf, étant donné que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le méchant final de cet arc de Erbaf, il n'est pas clairement défini. Parce qu'on aurait pu penser qu'il s'agissait du personnage de Shamrock. Bon, étant donné qu'il est retourné sur Marie-Joie pour gérer un problème, je pense qu'on peut clairement l'écarter ou à minima temporairement l'écarter, car il n'est pas exclu que le personnage de Shamrock revienne sur cette île de Erbaf pour terminer le travail qu'il a commencé avant de quitter cette île de Erbaf. Maintenant, on pourrait aussi penser que le personnage de Loki aurait pu faire office de ce méchant final de cet arc de Erbaf. Mais le problème, c'est qu'avec les dernières tendances, le personnage de Loki ne semble pas être un méchant que doit affronter Luffy pour sauver cette île de Erbaf. Loki ne semble pas être un antagoniste pour son île natale. Du coup, lui aussi, je pense qu'on peut temporairement l'écarter parce qu'en vrai de vrai, les mecs, il y a quand même moyen, c'est-à-dire il existe un monde où le personnage de Loki revienne et redevienne l'antagoniste de cette île de Erbaf. Ça, franchement, je vous le dis, même si la possibilité, elle est maigre, mais je pense quand même qu'elle existe parce qu'on ne connaît pas encore quelles sont ses réelles ambitions, quels sont ses réels objectifs et qu'est-ce qu'il veut vraiment. On ne sait pas ce qu'il fera lorsqu'il sera complètement libéré. Et on sait que le personnage de Loki, c'est un personnage qui, on va dire, il est un peu instable, et il n'est pas complètement fiable. En tout cas, selon le peuple d'Elbaf et selon les prophéties qu'il y a sur le personnage de Loki. Du coup, le personnage de Loki, à l'heure actuelle, il reste clairement un électron libre, c'est-à-dire on ne sait absolument pas dans quel camp il va se pencher. Du coup, moi je le répète encore, ce n'est vraiment pas exclu que le personnage de Loki soit le méchant final de cet arc de Elbaf, mais en vrai de vrai, moi je pense aussi que le personnage de Loki ne sera pas le méchant final de cet arc de Elbaf. Maintenant, il existe trois autres possibilités, ou en tout cas une autre dernière possibilité, mais qui est représentée par trois personnages qui sont Genko, Gillingham et Saint-Somers. Je pense que franchement, même s'ils sont puissants, j'ai du mal à croire que ces trois personnages peuvent représenter ce modèle de puissance auquel on pourrait les associer aux antagonistes qui pourraient créer la tension sur cet arc de Erbaf. Non, pour moi, c'est un peu trop faible, sans vouloir leur manquer de respect, parce que vous savez à quel point, pour moi, c'est important que les membres du gouvernement mondial, surtout les chevaliers divins et même les Gorosei, développent une certaine puissance quand même pour, on va dire, représenter une certaine tension vis-à-vis de nos héros. Mais là, avec ces trois personnages-là, et au vu de ce qu'on a vu à la fin du chapitre 1148, j'ai quand même de gros doutes sur la possibilité des chevaliers divins à pouvoir représenter les antagonistes finaux de cet arc de Erbaf. Cependant, il existe une alternative, malgré qu'elle peut paraître faible, reste quand même assez crédible. Je vais bien sûr parler du personnage de Saint Gillingham. Alors, le personnage de Saint Gillingham, franchement les mecs, moi je vais vous dire un truc. Il peut représenter cet antagoniste-là, parce que je pense que nous tous, on se dit quelque part que le personnage de Gillingham, c'est le seul chevalier divin actuellement présent sur cette île de Erbaf, dont on n'a pas encore vu toutes les possibilités et toutes les capacités. Même si je pense que Genko et Somers nous cachent encore deux, trois petits trucs concernant leur puissance, mais malgré tout, pour moi, le personnage de Saint Gillingham, c'est pour moi le personnage qui nous a le moins montré et qui, via son fruit du démon, peut représenter vraiment le Némésis de Luffy. Peut-être que Némésis de Luffy, c'est un peu trop gros. Quand on voit Barbe Noire, on voit Imu. Peut-être que c'est un peu abusé pour le personnage de Saint Gillingham. Mais ce que je veux dire, c'est que le personnage de Saint Gillingham semble cacher beaucoup vis-à-vis de sa puissance en fait. Surtout avec son fruit du démon de type Zoan antique, le fruit du Kirin, qui semble être un fruit du démon exceptionnel. Et au vu aussi de son caractère qui semble être très réservé, très dormeur, c'est-à-dire il est tout le temps somnolent. Et c'est aussi un personnage qui, voilà, on a l'impression qu'il se cache, qu'il se renferme sur lui-même. On a l'impression que c'est ce personnage-là qui a énormément à montrer au monde, qui cache vraiment, mais de fou, sa puissance, mais qui attend juste le bon moment pour la montrer. Donc c'est un peu ça que le personnage de Saint Gillingham représente un peu pour moi actuellement sur cette île de Erbaf. Maintenant, quand même, qu'il représente l'antagoniste final de cette île de Erbaf, de cet arc de Erbaf, franchement c'est trop. Pour moi, au max, il peut gêner les Mugiwara et tout ça, mais voilà, représenter le méchant final, c'est un peu trop gros.
Bon les amis, je vais éviter de vous pigeonner, du coup je vais être clair dès maintenant. Cette vidéo c'est une vidéo prédiction aux événements du chapitre 1149 et même en général sur tout ce qui va se passer par la suite de cette île de Erbaf. Donc c'est clairement une prédiction et j'ai trois gros points à aborder dans cette vidéo. Et le premier point, c'est ce qu'on a vu à la fin du chapitre 1148, là où on a vu Scope Gaban, le rabbi Choiseur, le Ratchiboiseur si vous voulez, qui a réussi à faire mal au personnage de Saint Somers au point d'empêcher sa régénération. Bon, là déjà, rien qu'avec cette action du rabbi Choiseur, cette action pour moi soulève deux gros points que je voulais analyser dans cette vidéo. Le premier gros point, c'est la faculté de régénération et même d'immortalité des membres du gouvernement mondial, dont notamment les chevaliers divins et les membres du Gorosei et substantiellement de Im-Sama. Bon, là, les mecs, franchement, il y a beaucoup à analyser. J'ai vu énormément de théories passer. Les gens nous ont parlé de l'eau bénite. Des gens nous ont parlé des lames noires. Des gens nous ont parlé du Haki des rois. Bon, on va procéder par élimination. Du coup, bon, le premier truc que moi je considère comme étant impossible que ce soit réellement le contre parfait pour ce pouvoir de régénération des membres du gouvernement mondial, c'est déjà les lames noires. Parce que franchement les gars, on va être très clair. Déjà, c'est quoi une lame noire? Une lame noire, c'est normalement de base une lame imprégnée de Haki. Alors, c'est vrai, il y a d'autres subtilités dont on ne maîtrise pas encore parfaitement les tenants et aboutissants. Pourquoi est-ce qu'à mon avis, ça ne peut pas être uniquement les lames noires qui représenteraient le secret de l'immortalité et de la régénération des membres du gouvernement mondial, dont les Gorosei, les chevaliers du vin et même certainement de Im-Sama? Eh bien, le truc, c'est que dans l'univers de One Piece, il existe très peu de personnages qui possèdent, mais surtout se battent avec des lames noires. C'est-à-dire, si c'était uniquement les lames noires qui représentaient le secret des membres du gouvernement mondial, alors là, on exclurait automatiquement des personnages tels que Luffy, Shanks, Trafalgar Law, Eustace, Captain Kidd, Monkey D. Dragon, Sabo, Sanji. Bref, il y aurait extrêmement de personnages qui seraient exclus pour affronter les membres du gouvernement mondial, ce qui ne serait vraiment pas logique. Ça voudrait dire que le seul personnage capable d'affronter les membres du gouvernement mondial, ce serait Mihawk Œil de Faucon, ce qui ne serait vraiment pas cohérent au vu du fait que c'est Luffy le héros. Et en tant que héros, Luffy devrait normalement être capable de combattre tout le monde et ce de façon efficace. Donc pour moi, les lames noires ne peuvent pas être exclusivement la seule arme qui serait capable de combattre les membres du gouvernement mondial. Alors oui, les lames noires pourraient clairement être une arme efficace contre les membres du gouvernement mondial, mais la seule, non. J'ai dit non, c'est vraiment impossible de chez impossible qu'elle soit la seule arme contre les membres du gouvernement mondial parce que très peu de personnages, voire même la quasi-totalité des personnages de One Piece ne possèdent pas de lame noire. Du coup, ça c'est vraiment à exclure. Comme je l'ai dit, oui, elle pourrait représenter une arme efficace face aux membres du gouvernement mondial, mais la seule, pas du tout. La deuxième possibilité à exclure, à mon avis, pour moi, c'est l'eau bénite ou l'eau machin truc là, je ne sais plus trop quoi et tout. Ça aussi, c'est à exclure. Étant donné que des personnages comme Luffy, Sanji, Zoro, l'eau, Dragon, Shanks et tout ça, bon, Dragon peut-être, mais le reste des personnages que j'ai cités, ils ne se battent pas avec l'eau bénite. Non, ils ne se battent absolument pas avec. Bon, oui, là aussi, peut-être que ça peut représenter une arme contre les membres du gouvernement mondial, mais la seule, non. Clairement pas. Ça peut représenter une arme telle que le sel face à Gecko Moria ou encore le granit marin face aux utilisateurs du fruit du démon. Mais la seule, je dis vraiment non. Franchement, je n'adhère pas. En fait, pour moi, ça ne passe pas. Maintenant, la dernière alternative, les deux dernières alternatives, parce qu'il en existe deux. Et celle qui me parle le plus, c'est clairement le HDR. Le HDR, pourquoi? Parce que, bon, je vous donne déjà en 1000. L'autre alternative, ce serait le HDR. Mais pour moi, le HDR est trop basique parce que, franchement, combien de fois Luffy a tapé sa thune de son HDR et tout. Bon, c'est vrai que je n'ai pas relu complètement Egghead, ou en tout cas je n'ai pas réellement prêté attention au nombre de fois parce que j'ai relu Egghead récemment, mais je n'ai pas réellement prêté attention au nombre de fois où Luffy a tapé sa thune de son HDA. Mais pour moi, le HDA, ce n'est clairement pas l'arme qui permet de contrer les pouvoirs d'immortalité des membres du gouvernement mondial. Non. Maintenant, le HDR, pour moi,
oui, ce serait beaucoup plus crédible. Parce qu'à l'heure actuelle, les amis, on va absolument pas se mentir. Le HDR, il sert à quoi à part faire tomber des randoms ou faire des bras de fer? Bah, il ne sert à rien. C'est seulement pour dire, ouais, il possède le HDR, lui là, il possède le HDR et tout, lui là, il est spécial et tout. Mais en vrai de vrai, ce n'est pas plus utile que le acquis de l'armement ou encore le acquis de l'observation. Je trouve même que le HDR actuellement, bah, il est un peu, je ne sais pas si encombrant c'est le mot, bon, il n'a pas autant d'impact que sa renommée le voudrait. Donc, du coup, ajouter, c'est-à-dire une importance au HDR, pour moi, c'est clairement le moment. Faire en sorte que le HDR serait l'arme qui contrerait les pouvoirs des membres du gouvernement mondial, surtout que voilà, le acquis des rois, on nous a dit que c'est possédé par une personne sur 1 million. Genre, c'est une façon de nous dire que ce serait une façon de nous dire qu'il y a très peu de personnages dans l'univers de One Piece qui seraient capables de combattre les membres du gouvernement mondial. Ça, je dis clairement oui. Si c'est le HDR, je dis oui. Maintenant, il y a quelques freins. Parce que si c'est le HDR, bah, il y a énormément de personnes, encore une fois, de personnages dans l'univers de One Piece qui ne possèdent pas le HDR. Et le personnage le plus problématique, c'est clairement Sanji. Parce que Sanji, c'est lui l'un des protagonistes de l'œuvre. C'est voilà, l'un des Mugiwara les plus importants, surtout en termes de combat. Et le fait que Sanji ne possède pas de HDR, c'est un frein. Alors, il pourrait clairement développer le HDR un peu plus tard. Ça, c'est clair, c'est vraiment possible. Mais à l'heure actuelle, le fait que Sanji ne possède pas de HDR, ça met vraiment un frein à la possibilité que ce soit le HDR qui serait le pouvoir qui annulerait ou en tout cas qui contrerait parfaitement les pouvoirs des membres du gouvernement mondial. Après, il y a aussi des personnages tels que Trafalgar Law qui pour moi, franchement, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, c'est clairement une anomalie que ce personnage ne possède pas et ne maîtrise pas de HDR. Maintenant, actuellement, ça serait un peu bizarre que l'auteur Eiichiro Oda rush, c'est-à-dire il te présente une vague de personnages qui possèdent et maîtrisent le Haki des rois. Franchement, nous tous, on va se dire, oh, c'est quoi comme ça? Et on va se plaindre forcément. Et bien évidemment, ça mériterait des plaintes, c'est-à-dire sortir une vague de personnages qui subitement maîtrisent le HDR juste parce que voilà, c'est le pouvoir qui contre les pouvoirs des membres du gouvernement mondial. Ce serait clairement bizarre qu'il y ait une vague de personnages qui possèdent et maîtrisent ce pouvoir. C'est clair, mais voilà. Que faut-il faire? Mais après, il existe une autre alternative. Peut-être c'est une autre façon d'utiliser son acquis qui pourrait faire en sorte que bah, ça bloque les pouvoirs des membres du gouvernement mondial. Et on pourrait aussi penser que, comme je l'ai dit dans ma vidéo analyse et revue chapitre 1148, bah, peut-être que bah, Somers, il blague juste, peut-être il plaisante vu le caractère du personnage. Mais là, bon, au bout d'un moment, il va falloir trouver... Bon, on va dire un contre à leur pouvoir d'immortalité, à leur régénération. Du coup, bon, j'ai quand même du mal à croire qu'il s'agit là d'une blague. Bon, maintenant, le deuxième point que j'aimerais aborder, ça concerne directement ce qui va se passer dans le chapitre 1149. En fait, c'est une prédiction. Pour moi, ce qui va se passer dans le chapitre 1149, c'est que, bah, dans le chapitre 1149 de One Piece, on aura le début du flashback de l'arc God Valley. Alors, vous allez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi je vous dis non. Pourquoi? Parce que bah, à la fin du chapitre 1148, bah, pour moi il y a eu ces prémices, étant donné que souvent dans l'univers de One Piece, lorsque deux personnages se confrontent et que les deux personnages ont un passif ensemble et qu'il y a une action forte, et en plus de l'action forte, bah, il y a le fait que les deux personnages abordent brièvement le passé qu'il y a eu entre eux deux, bah souvent ça amène sur un flashback. On peut l'avoir vu bah sur Dressrosa avec l'eau face à Doflamingo, ou encore bon là je n'ai pas directement les rêves, mais pour moi bon peut-être même directement sur Egghead Island, là où on a une Bonnie qui bondit sur Saturne et directement on a la manche du flashback de Kuma. Je pense que donc le fait que Scooper Gaban ait attaqué Saint Somers et que Somers ait mentionné que ouais Scooper Gaban, toi et moi on se connaissent depuis je ne sais pas quoi et tout, et qu'il y a eu ce regard là de Scooper Gaban, moi j'ai l'impression que directement bah, au chapitre prochain on ne va pas revenir ici directement à l'intrigue, mais on va passer sur un flashback. Et pour moi le flashback serait clairement le flashback de la rencontre entre Somers et Scooper Gaban, le rabbit choiseur. Et du coup, le flashback les concernant et les mettant directement en scène tous les deux, bah, pour moi, c'est le flashback clairement de God Valley. Et là, franchement, les amis, si j'ai raison, je serais tellement fier parce que je vous l'ai déjà teasé
assez souvent quand même. Bon, avant de clôturer la vidéo, parlons vite fait du personnage de Scooper Gaban et de sa puissance. Bon, est-ce que Scooper Gaban peut faire mieux que Rayleigh sur l'archipel des Sabondi? Bah, c'est assez difficile à dire. Pourquoi? Parce que sur l'archipel des Sabondi, souvenez-vous, bah, on a un Rayleigh qui nous disait déjà qu'il avait fait 20 ans d'inactivité. Ce qui n'est pas forcément le cas du personnage de Scooper Gaban. D'ailleurs, j'ai vu énormément dire que ouais, Scooper Gaban, bon, il est sur Airbuff, du coup, personne ne savait qu'il était sur Airbuff et tout. Comme moi, je l'avais déjà annoncé depuis, c'était un peu évident que personne ne savait qu'il était sur Airbuff. Mais bref, donc, du coup, moi, je disais que bon, je suis partagé. Je ne sais pas si Scooper Gaban peut faire mieux que Rayleigh ou peut faire moins bien que Rayleigh. Mais ce que je suis sûr, c'est que bah, ces deux personnages, ils sont très très loin du niveau des gars. Parce que bah, sur l'archipel des Sabondi, là où on voyait Rayleigh qui disait déjà que gérer un amiral, c'est déjà chaud. Mais gérer un amiral et un grand corsaire, pour lui, c'est impossible. Là où on a un gars qui gérait à la fois un ex-amiral, c'est-à-dire Aokiji, et 4 commandants d'empereur d'un Y5. Franchement, c'était très impressionnant. Bon les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu penses que Gaban peut faire mieux que Rayleigh, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, Animarium. Peace les bros. After.